Tout d'abord, merci. D'habitude, ça c'est une slide que je mets quand je vais à l'étranger, mais je me suis dit je vais à Paris, alors je vais quand même préciser où se situe Montpellier. Euh, Notre institut, l'IRIM, c'est un institut CNRS de recherche plutôt fondamentale. Euh, et notre équipe en particulier s'intéresse aux infections virales, notamment la neurobiologie et des infections virales. Donc nous, dans le laboratoire, on a plutôt tendance, on n'est pas clinicien, donc on a plutôt tendance à séparer en deux les virus qui tuent et les virus qui tuent pas. Euh, Souvent, on associe les encéphalites virales comme étant très dangereuses et fatales. Et on a tendance à oublier ou à moins regarder, en tout cas in vitro c'est plus difficile, tout ce qui est côté neurocognitif viro-induit. Et donc c'est ce dont je vais vous parler. Et notamment, c'est difficile à étudier parce que on a des taux de réplication qui sont faibles dans le cerveau, voire inexistants, et c'est des effets indirects. Et on a aussi une neuroinflammation qui est faible, voire inexistante à nouveau, ou en tout cas non détectable. Bon, ça c'est deux exemples, mais je vais aller vite concernant les troubles neurocognitifs associés au Covid-19, avec cette étude anglaise qui avait montré un amincissement du cortex cérébral chez les personnes, plus elles étaient âgées et plus l'amincissement était prononcé. Et aussi des troubles cognitifs comme représenté ici sur ce graphique. Avec l'âge, on voit que les personnes 6 mois après Covid mettaient beaucoup plus de temps à effectuer la même tâche qu'avant Covid. Et ça, c'est un autre exemple où on voit aussi une restauration incomplète jusqu'à 6 mois après l'infection chez des patients atteints de Covid. Donc nous, on a commencé, on n'a pas commencé, ça faisait partie du projet d'étudier avec le CHU de Reims 6 patients qui avaient été atteints et qui étaient morts du Covid-19, mais qui n'avaient aucun trouble neurologique. Ça nous intéressait. Alors du coup, on est un peu entre deux, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de trouble neurologique, mais ils sont quand même morts du Covid, donc ça reste des troubles sévères, un Covid sévère. Et Ceci dit, les prélèvements du cerveau qu'on a pu obtenir sur les 6 patients, et on a regardé des centaines de coupes, on n'a pas vu de neuroinflammation détectable, pas d'infiltration, on a fait des marquages. On n'a jamais pu vraiment dire là on a une zone qui est inflammée. Cependant, et on était très surpris, et je ne sais pas si on veut dire content, mais en tout cas on a vu 2 clusters chez 2 patients de neurones infectés. C'est les 2 seuls sur les centaines de slices qu'on a vus, mais on est assez convaincu parce qu'on a trouvé plusieurs neurones, et c'est probablement des neurones dans les 2 cas, euh, même s'il n'y a pas de comarquage ici, qui étaient donc infectés par, ici un marquage nucléocapside et à côté spike. Donc malgré le fait qu'il n'y ait pas de symptômes neurologiques, on a observé de la protéine virale, donc probablement une réplication active, et probablement à bas bruit et en absence de neuroinflammation. Donc on a essayé comme je vous ai dit, nous on est plutôt fondamental, on a essayé d'avoir un système où on pouvait faire ce genre de choses in vitro. Et pour ça, du coup, on a travaillé avec le CHU de Montpellier et Dr Sophie Collomb sur la mise en place d'une culture organotypique de coupe de cerveau obtenue post-mortem chez les adultes qui sont non-Covid, ce qu'on appelait OPAB, pour faire simple. Donc, en gros, on va en salle d'autopsie, on récupère un morceau de cerveau d'un patient qui est mort, on essaie de choisir un délai post-mortem le plus court possible pour pouvoir ensuite les couper en tranches fines et les cultiver à l'interface air liquide. Et donc ça a pas mal d'avantages, donc je vais passer assez rapidement. Et on a caractérisé toute la biologie et la neurobiologie associée à ces coupes de cerveau. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le sujet, on l'a publié cette année. On a utilisé ces coupes de cerveau pour l'infection par SARS-CoV-2, et donc là vous avez un neurone infecté par SARS-CoV-2 dans ces OPAB. Et on a observé donc à différents temps, ça commence en vert à 2 jours post-infection jusqu'à 10 jours post-infection, on a vu une infection qui était reproductible. Cependant, on était un petit peu déçus, c'est qu'on n'a pas vu d'augmentation. Typiquement, on infecte le premier jour et puis au cours du temps, ça explose grâce à la dissémination du virus. Ici, ce n'était pas le cas. Et on a d'autres virus dans le labo où on voit très bien cette augmentation. Et à l'inverse, ceci dit, il n'y avait pas non plus de diminution. Il
il y avait cette espèce de réplication à bas bruit qui est restée en place sur les 10 jours. Alors, est-ce que c'est du Covid long, 10 jours? Probablement pas, mais on est dans un système in vitro. L'idée maintenant, ce serait d'aller plus loin dans ces time points. On a aussi en parallèle regardé des organoïdes cérébraux qui sont dérivés de cellules souches embryonnaires, qui est un système un peu plus simple pour nous pour travailler, notamment parce qu'il n'y a pas de variabilité génétique. Là, on travaille avec la même lignée de cellules souches et on a pu reproduire le même type de résultat où on voit à jour 4, à jour 10, une infection qui est présente, qui n'est pas très élevée, ça infecte assez mal les neurones, il faut le dire, et une dissémination aussi qui est mauvaise. On voit très peu de virus infectieux dans le surnageant. Donc un virus qui n'est pas très apte à infecter le cerveau en première instance. Et ce qu'on pense, c'est que c'est probablement aussi ce qui fait peut-être la potentielle persistante et la dissémination à bas bruit de ce virus. Donc on a essayé d'aller un peu dans les mécanismes moléculaires et pour ça on a fait une analyse protéomique différentielle avec un labo à Strasbourg. Et ce qui nous a marqué, c'est l'augmentation des protéines synaptiques dans les organoïdes suite à l'infection par SARS-CoV-2. Et donc, on a confirmé ça dans les organoïdes et dans les OPAB, dans les explants humains, qu'on avait cette augmentation non seulement des synapses, mais de leur taille aussi qui grandissait, qui était allongée, qui était anormale. Et on a repris nos échantillons de cortex de patients qui étaient morts du Covid, mais sans troubles neurologiques. Et Bassoun, ici, que vous voyez en bas, à droite, on a pu voir une augmentation très significative de l'ARN messager de cette protéine, qui est une protéine présynaptique. Et ce n'est pas vrai pour toutes les protéines. On savait que PSD95, qui est une autre protéine postsynaptique, elle n'est pas affectée par l'infection de ces patients Covid. Donc c'est un petit échantillon, mais en tout cas ça confirme ce qu'on avait vu in vitro. On a de façon assez surprenante cette augmentation de ces protéines synaptiques. Donc on a essayé de comprendre qu'est-ce que ça implique, quelle est la fonctionnalité de tout ça. Et on s'est particulièrement intéressé à cette protéine qui s'appelle LPHN3 ou l'atrophiline 3, parce que c'était une des plus surexprimées suite à l'infection. Et vous voyez ici sur ce Western blot, fait sur des coupes de cerveau humain, on voit que quand on infecte ex vivo, on a cette augmentation de la production de l'atrophiline. Donc l'atrophiline 3, c'est une protéine postsynaptique qui permet la formation des synapses excitatrices. Et ce qui est intéressant avec cette protéine, c'est qu'il existe, ça a été montré dans la littérature, un peptide qui s'appelle Stachel, qui va permettre d'activer l'atrophiline 3 et donc son activité de formation des synapses excitatrices, même en absence d'interaction avec FLRT3, qui est son récepteur habituel. Il y a besoin d'une interaction pré-post-synaptique pour avoir cette activation et donc cette transmission du signal. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a traité nos organoïdes avec ou sans Stachel. Donc ce qu'on voit, c'est que dans le scramble, donc le contrôle, on a cette augmentation de la taille des synapses à nouveau. Par contre, quand on traite avec Stachel, on cible spécifiquement l'atrophiline 3, et là, on retombe à des niveaux normaux de taille de synapse. La synapse, c'est ce qui permet la transmission du signal électrique. Et, il a déjà été montré qu'il y avait des anomalies des EEG chez les patients. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des micro-EEG. On a pris des micro-électrodes, on a mis nos organoïdes ou nos OPAB dessus, mesuré l'activité électrique, et on a, par machine learning, fait un logiciel, un algorithme qui va permettre de prédire si un organoïde est infecté ou non infecté. Pourquoi on a fait ça? Parce que quand on va rajouter un traitement, tel que Stachel, on va regarder où est-ce qu'il se situe, est-ce que l'algorithme arrive à le reclassifier correctement. Donc on voit qu'il marche très bien, les organoïdes SARS-CoV-2 sont classifiés comme SARS-CoV-2, les MOC comme MOC, et quand on traite avec Stachel, on a pu voir qu'on avait une restauration partielle de l'activité électrique de ces organoïdes. Donc c'était intéressant pour nous de voir qu'on pouvait agir sur cette activité électrique. Donc, juste pour conclure, donc ce que je vous ai montré, c'est une réplication virale relativement faible et inefficace dans le cerveau, avec pas, en tout cas dans notre cas, je ne vous ai pas tout montré de neuroinflammation détectable,
une augmentation de la taille de ces synapses avec un défaut d'activité électrique. Je n'ai pas eu le temps de vous montrer les particules virales qui restent coincées à la synapse, mais si ça marche, je vais vous montrer un petit film. Ça ne marche pas, c'est dommage. Dommage. Donc c'est un film où on voit le virion orange qui n'arrive pas à se sortir de cette synapse en bleu, et on voit que les deux restent accrochés l'un à l'autre, et on pense qu'il y a même un problème du coup physique où les virions pourraient venir perturber vraiment cette interaction physique entre la synapse et le virus. Oui, et le virus. Voilà, donc ça pose plein de questions pour la suite et auxquelles je n'ai pas la réponse. Donc si cette persistance dans le cerveau existe, et donc ça, on en a parlé ce matin, il y a cet article qui parle de persistance dans le cerveau sur des patients qui ont eu le Covid jusqu'à 1 an après, où ils retrouvent du virus dans le cerveau très tardivement après l'infection. Ce que nous, on se pose aussi comme question, évidemment, c'est si ces perturbations synaptiques qu'on voit sur des temps relativement courts, est-ce qu'elles vont se résoudre ou est-ce qu'on va rester sur des défauts qui vont perdurer? Voilà, donc je remercie Emma Parcio, et puis, qui a fait tout le travail, une étudiante en thèse, et évidemment tous les financeurs et collaborateurs. Merci à vous. Merci beaucoup. On a le temps pour des questions. Qui c'est qui veut? Merci. Donc c'est fort intéressant cette réplication à bas bruit qui persiste. Est-ce que déjà ACE2, le récepteur du virus, est exprimé dans votre modèle? Et on a entendu parler ce matin des neurones dopaminergiques qui s'infecteraient. Alors, est-ce que là-dedans, il y a des neurones dopaminergiques? Est-ce que ça pourrait dépendre du type de différenciation neuronale? Alors oui, il y a du ACE2 dans les neurones, il y en a très peu. Et nous, on arrive à en voir un tout petit peu. Ce n'est pas toutes les cellules, il y en a peu. Dopaminergique ou pas, nous, on n'a pas essayé. Il y a d'autres labos qui ont rajouté aussi du ACE2 dans les neurones, et on augmente énormément l'infection. Donc c'est vraiment, ça paraît logique, mais c'est vrai que c'est vraiment dépendant d'ACE2. On n'a pas regardé dopaminergique ou non. Dans l'ensemble, si on a dû déjà faire une infection de dopaminergique, ça s'infecte mal. On met des grosses doses, on est in vitro, on va mettre des grosses doses de virus, on va avoir 3 cellules infectées. Alors est-ce que c'est une infection ou est-ce que c'est un peu, on a forcé le système? Voilà, je sais pas. J'ai une question. C'est peut-être pas, je ne sais pas si vous pourrez répondre ou c'est peut-être quelqu'un d'autre. Quand on voit, en fait, il y a ce qu'on a vu sur les 3 exposés sur les lésions au niveau du cerveau, est-ce qu'il existe aujourd'hui des traitements, des solutions, des essais pour tester des molécules connues pour faciliter, améliorer l'état des patients? Alors, des essais cliniques? Alors, essais cliniques, je ne crois pas. Non, mais nous, c'est à travers les derniers essais que je vous ai montrés, en fait, c'est ce qu'on aimerait aussi mettre en place. Parce qu'on a ces explants de cerveau humains qu'on peut infecter ex vivo, et on mesure l'activité électrique, et en fait, c'est pas évident, mais on pourrait cribler des molécules qui ont déjà un intérêt potentiel pour traiter non pas le virus, non pas un antiviral classique qui va cibler le virus, mais plutôt restaurer une activité électrique normale. Et ça, déjà, peut-être qu'après, au niveau des patients, c'est aussi peut-être un traitement symptomatique qui pourrait être envisagé. Sinon, j'en sais pas plus. Oui. Alors, j'ai 2 questions très courtes. La première, c'est est-ce que dans vos organoïdes, vous avez également, je ne crois pas, mais vous n'avez pas la structure qui entoure le neurone, les astrocytes ou autres virus. Est-ce que vous avez pu étudier, vous pourriez étudier l'inflammation et les interactions après infection entre ces cellules-là et le neurone? Et la deuxième, c'est est-ce que vous avez essayé avec d'autres virus, à voir si les mêmes phénomènes surviennent? Oui. Alors, première question, les organoïdes, ça contiennent des neuroprogéniteurs, des astrocytes, des neurones, mais pas de microglies. Et donc ça fait une grosse différence. Je ne l'ai pas montré, mais on a aussi un travail avec et sans microglies qui change pas mal de choses. Donc c'est un modèle un peu simplifié. C'est pour ça qu'on allait toujours garder les deux avec les OPAB d'un autre côté et ceux-là de l'autre. Et la question sur les autres virus, oui, en fait, nous, on a pas mal de virus neurotropes au laboratoire. Et notamment, on a un virus, c'est pas encore publié, mais on a un virus qui fait exactement l'inverse, qui va diminuer la quantité de synapses
suite à l'infection et qui infecte par contre très bien les deux, les organoïdes et les OPAP. Donc c'est vraiment le SARS-CoV-2, c'est vraiment un mauvais virus neurotrope de notre point de vue. Alors grippe, on a essayé. Si on prend c'est des souches de laboratoire qui sont très neurotropes et qui infectent très bien, beaucoup mieux que SARS-CoV-2. Je voudrais faire juste un commentaire. Là, on regarde chez des patients qui, malheureusement, sont décédés, qui ne sont peut-être pas décédés d'un problème neurologique, mais peut-être d'un autre problème pulmonaire dans lequel le virus, peut-être, parce que les personnes sont décédées, le virus n'a pas eu le temps de monter là-haut, ou en tout cas n'a pas eu le temps d'aller s'implanter. Si on regarde ce matin un petit peu le modèle du hamster, on nous dit que le hamster, entre guillemets, s'infecte relativement dans une période courte des jours 4, et finalement, mais 80 jours. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est un peu comme la rage. Soit vous finissez paralysé, soit finissez décédé. Si on prend ce cas-là, c'est-à-dire est-ce que les personnes qui décèdent, le virus n'a pas le temps d'aller dans le cerveau, et que chez les personnes où là, finalement la pathologie est moindre, le virus a le temps d'aller se nicher un petit peu dans différentes zones et crée finalement les effets secondaires que l'on observe aujourd'hui. En d'autres termes, on est sur un modèle où la défaillance multi-organe fait que la personne décède et le cerveau n'a pas encore été atteint. Et ultérieurement, chez les personnes chez qui finalement on voit ces troubles, sont des personnes qui vont évidemment bien sûr survivre et dans lequel finalement le travail du virus va faire son travail à plus longue haleine, entre guillemets, sur une durée beaucoup plus longue. Ouais, tout à fait. Oui, bonjour. J'ai une question. Vous avez évoqué le principal récepteur pour le virus ACE2. Il y en a un qui est un peu moins connu, qui est sans doute moins important, c'est la neutropiline 1. Est-ce que vous avez pu l'étudier, voir un peu s'il y avait un mode d'infection par cette voie-là au niveau du cerveau? Non, on n'a pas regardé la neuropiline, on a regardé rapidement ACE2, mais on n'a pas travaillé sur le tropisme. Il y a beaucoup d'études sur le tropisme. Nous, on sait que dans les OPAB, on a essentiellement vu des neurones infectés. On s'est arrêté là, on n'a pas été vraiment sur cette question.